Elle a plusieurs étapes. C'est organisé en quatre grandes étapes. Ça commence, comme je vous ai dit tout à l'heure, par un diagnostic éducatif. Pour aller jusqu'au contrat d'éducation, c'est un contrat partagé entre le pharmacien, le médecin ou l'équipe soignante et le patient. Et là, on va se baser sur un référentiel de compétences que le patient doit acquérir. Et puis, on va mettre en œuvre l'éducation et surtout évaluer l'acquisition de ces compétences et faire le suivi de notre patient. Donc, pour diagnostiquer, faire le diagnostic éducatif du patient, on va le rencontrer, on va essayer de comprendre ce que comprend le patient, on va connaître les croyances, les représentations de ce patient. Là, j'ai trouvé une citation qui date de 1925 de M. Peabody et qui dit qu'on ne peut trop souligner l'importance de la relation personnelle, intime entre le médecin et le malade, qui fait que bien souvent le diagnostic et le traitement dépendent entièrement de la qualité de ce rapport. Et je pense que cette citation peut être transposée à nous, pharmaciens, parce que, étant le dernier maillon de la chaîne, le pharmacien est généralement un confident du patient et il peut être là, il a une relation intime, très proche de son patient, il peut décerner, il peut les soucis qu'a le patient et essayer de le motiver pour qu'il se prenne en charge. Donc le diagnostic éducatif, il doit se faire dans une séance individuelle, normalement dans un endroit dédié. Et ça doit durer maximum 45 minutes. Il faut avoir le consentement du patient. Il faut instaurer un climat de confiance et d'empathie et poser plutôt des questions qui sont ouvertes. Il ne faut surtout pas poser les questions fermées. Questions fermées, ce sont des questions qui imposent des réponses certes brèves, mais des fois, la réponse est soit par oui, soit par non. Style, est-ce que vous êtes, depuis quand vous êtes diabétique? Il va vous répondre depuis 3 ans. Par contre, lorsque vous lui dites racontez-moi ce que vous viviez avec votre diabète, là, ça va ouvrir à la conversation et le patient va plutôt vous raconter ses soucis et les réels problèmes qu'il a. Et donc, il faut être attentif aux attentes du patient. Il faut avoir une attitude qui est très encourageante, qui n'est pas culpabilisante. Et il faut laisser le temps de parole au patient et le recentrer régulièrement. Empathie, par exemple, il me semble que votre traitement soit difficile à prendre tous les jours. Dites ce qui vous est pénible pour vous. L'autonomie, c'est-à-dire il n'y a que vous qui puissiez décider de modifier vos habitudes alimentaires. Il ne faut surtout pas dire au patient il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Il faut l'impliquer, il faut lui dire que vous êtes maître de la situation. C'est vous qui devez agir. Et donc, pour le diagnostic, c'est un entretien qui va répondre en fait à 5 questions et qui vont répondre également à 5 domaines qui devraient être exploités. Donc, le patient réellement, qu'est-ce qu'il a? Ce qu'on appelle la dimension biomédicale. Il est diabétique, on va le compléter par l'anamnèse. Il est diabétique depuis quand? Il est hypertendu depuis quand? Et quels sont les chiffres de tension artérielle? Quels sont les facteurs de risque cardiovasculaire qu'il a? Quel est son vécu avec sa maladie? Que fait-il? C'est-à-dire la dimension socio-professionnelle. Est-ce qu'il est étudiant? Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a un soutien familial ou pas? Parce que les patients qui s'autogèrent, qui n'ont pas de soutien familial, on a plus de problèmes d'observance qu'avec les patients qui ont un soutien familial.
des petits-enfants, des enfants, alors que les grands-parents qui vivent tout seuls, on peut très rapidement tomber dans l'inobservance chez ces patients. Donc que sait-il? Que sait-il par rapport à ces maladies, la dimension cognitive? Quels sont ses projets? Est-ce qu'il a des projets réellement qui vont le motiver à se soigner? Qui est-il? Tout ce qui est dimension psycho-affective. Donc que fait-il? Je vais aller très rapidement. C'est dans sa vie quotidienne, les loisirs, la profession, l'activité. Que fait-il dans son hygiène de vie, son environnement social et familial? Qui est-il? Est-ce qu'il accepte ou il est en situation de déni de maladie? Se dit je n'ai rien, donc je ne suis pas malade. Et puis, est-ce qu'il est en situation de stress? Est-ce que, surtout est-ce qu'il a peur de l'hypoglycémie? Est-ce qu'il a peur de l'hypertension artérielle? Et puis, qu'est-ce qu'il a? C'est tout ce qui est dimension biomédicale. On va synthétiser ce qu'il a par l'anamnèse, par les bilans qu'il a. Est-ce qu'il a des handicaps qui sont liés ou pas aux complications? Là, je citerai les rétinopathies diabétiques. Est-ce qu'il a des problèmes d'ouïe, de dextérité pour manipuler les traitements? Quels traitements il a? Quels sont les risques? Est-ce qu'il y a des effets indésirables à noter? Le plan de prise, est-ce qu'il a des pathologies associées? Et donc, que sait-il? Et là, que sait-il? Ça va être soit ce qu'il sait par sa propre expérience, ou ce que les autres lui ont enseigné. Ça peut être son voisin, ça peut être une personne de sa famille, donc ça peut être des faits exacts, ou des connaissances médicales périmées, ou des croyances, ou des représentations. Il faut les déceler pour pouvoir les corriger, pour pouvoir corriger ses croyances chez ce patient. Et donc, les projets, est-ce qu'il a des projets à court terme, à long terme, que le patient souhaiterait réaliser? Et là, le pharmacien, le praticien pourra s'appuyer sur ces projets pour essayer de motiver le patient dans le processus d'éducation thérapeutique. Là, je vous expose beaucoup de guides d'entretien de diagnostic éducatif. Je pourrais vous les envoyer par mail à Dr. Price si vous êtes intéressé. Donc il y en a plein. Là, ce sont des grilles pour le diabète qui permettent de faire le diagnostic éducatif chez le patient. Là, c'est d'autres grilles qui ont été faites à l'officine pour le diagnostic éducatif sur l'hypertension artérielle. Et ce diagnostic, au final, il va nous permettre de comprendre ce que comprend le patient et d'évaluer ses besoins, de voir ses besoins, quelles sont les compétences qu'il devrait acquérir, quels sont les savoirs qu'il devrait acquérir. Et donc, à l'issue de cet entretien, le praticien, le pharmacien devra faire une synthèse sur les principales représentations du patient, ses atouts, ses difficultés. Les représentations, là, je vous en ai cité quelques exemples. Par exemple, mon patient diabétique type 1, il vous dit « Je peux me fier à ce que je ressens pour déterminer si je fais une hypoglycémie ou pas ». Alors qu'on le sait tous, qu'à partir d'un certain temps, on ne va plus ressentir les signes d'hypoglycémie. Et puis, il y a une femme qui pourrait vous dire que les femmes diabétiques de type 1 ne peuvent pas avoir d'enfants. Bien chez le diabétique type 2, il vous dit « Moi, je n'ai qu'un petit diabète, de toutes les façons, je n'ai pas d'insuline ». Ou un autre, il vous dit « Mon papa, il s'est fait amputer un orteil parce qu'il se faisait traiter par l'insuline. » Et là, ils associent l'insuline à l'amputation, non pas l'amputation à la non-observance du patient. Et l'hypertension artérielle, là, il vous dit « J'ai parfois un peu de tension, mais c'est juste du stress. » Ou il vous dit « Nous, dans la famille, nous sommes costauds, c'est juste une petite tension, nous sommes costauds, ça va bien. »
Ou mon grand-père, là vous lui dites qu'il faut arrêter de fumer, il ne faut pas boire beaucoup, et là il vous dit, mon grand-père il buvait, il fumait, il est mort à 94 ans. Qu'est-ce que vous me dites là? Là, ce sont les représentations qu'il a, et puis pour l'hypothyroïdie, là il vous dit prendre ce traitement à vie, mais jamais, alors que c'est un besoin, il faut lui dire que c'est une supplémentation, on va juste donner des hormones thyroïdiennes parce que la thyroïde, elle ne marche plus comme avant et on en a besoin pour vivre. Donc pour les atouts, par exemple un patient qui a une prise en charge CNAM, ça c'est un atout par rapport à une autre personne qui n'en a pas. Un patient qui connaît ses traitements, c'est un atout par rapport à un patient qui ne connaît rien. Les difficultés, est-ce qu'il sait utiliser son appareil d'automesure ou pas? Les projets, là, le patient il vous dit qu'il désire aller à la Mecque par exemple, il désire faire partie d'une association, d'un club de sport, mais il a peur parce qu'il a ses traitements, surtout pour les patients diabétiques, il a peur des hypoglycémies, il ne sait pas comment faire, et donc on va l'aider, on va s'appuyer, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur ces projets pour le motiver, pour qu'ils adhèrent à la prise en charge, qu'ils soient le plus observants possible. Donc, après avoir fait ce diagnostic éducatif et fait toute cette synthèse, on va essayer de faire un contrat d'éducation. Donc, c'est un engagement entre le soignant et le patient pour convenir ensemble sur ce qui est à apprendre. C'est un contrat pour définir un programme personnalisé chez ce patient pour voir les compétences à atteindre. Donc ça doit être en accord entre le personnel de la santé et le patient. Il doit être écrit et remis au patient. C'est un contrat moral et écrit. Et il engage le patient, le soignant, excusez-moi, à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour atteindre, pour acquérir ces compétences. Là, je vous ai mis pour le diabète, on peut commencer par 2 ou 3 objectifs et commencer par les compétences de sécurité pour, par exemple, les objectifs duquel on souhaite s'approcher, les traitements et la gestion, et s'il y a mise en place d'insuline, mais également pour les ADO. Les hypoglycémies, on peut commencer par donner 3 morceaux de sucre au patient pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il ait sur lui ces 3 morceaux de sucre parce qu'en cas d'hypoglycémie, il faut avoir un sucrage rapide. Donc le fait dans le prochain rendez-vous, le fait qu'on retrouve ces 3 morceaux de sucre sur lui, on sait qu'on a atteint cet objectif-là. Et puis, on va mettre en œuvre cette éducation pour soutenir l'apprentissage. Donc, les séances éducatives, elles peuvent être soit collectives, vous pouvez choisir un ensemble de patients qui sont cohérents, et ou individuelles, d'une durée en moyenne de 30 minutes. Et une séance éducative, ça permettra d'acquérir une ou plusieurs compétences. Ça permettra aussi de renforcer, maintenir cette compétence-là. Donc, pour le diabète, par exemple, on pourra proposer les généralités sur les diabètes et les traitements qui sont proposés, l'alimentation et le diabète, l'hyperglycémie et les complications, les hypoglycémies, les signes d'hypoglycémie et l'autosurveillance, le pied diabétique, prévention et soins, et comment vivre au mieux avec le diabète. Il y a plein d'autres objectifs qu'on pourra voir avec le patient diabétique. Pour l'hypertension artérielle, ça peut être l'hypertension artérielle, des moyens de mesure, les traitements anti-hypertenseurs et les complications qu'on pourra avoir lorsqu'on est observant,
les facteurs modifiables de l'hypertension artérielle pour l'hypothyroïdie, généralité sur l'hypothyroïdie, les signes de l'hypothyroïdie, de l'hyperthyroïdie, les traitements qu'on donne et les conséquences de l'inobservance, les manifestations qu'on a en cas de sous- et surdosage. Et là, je parle de l'hypothyroïdie. Et il faut qu'il sache, dès qu'il commence à prendre du poids, il y a quelque chose, alors que le régime alimentaire, il est le même, il faut qu'il aille consulter le délai d'efficacité, les examens de contrôle, etc. Donc, ces séances d'éducation, elles doivent être le plus interactives possible en utilisant des outils pédagogiques. Les outils, ça peut être des documents qu'on prépare et qu'on donne aux patients sous forme de brochures. Ça peut être des guides. Il y a plein de guides qui sont faits surtout pour le diabète et l'hypertension artérielle. Ça peut être également des images pour que le patient y comprenne quels sont les signes d'hypoglycémie, quels sont les signes d'hyperglycémie, pour qu'il aille consulter ou il prenne un morceau de sucre. Ça peut être également des supports interactifs, des photo-expressions, c'est-à-dire on va donner des photos aux patients et là, c'est un groupe de patients, ils vont juger si c'est des attitudes correctes ou pas. Par exemple, pour le pied diabétique, on va utiliser des ciseaux à embout pointu ou pas. Les ciseaux à embout pointu, il pourra se couper, et donc il pourra avoir une infection, et donc on aura plein de soucis après. Et ça, on peut donner des films, des DVD, des CD-ROM qui ont été mis en place, ou bien des jeux. Il y a des jeux de cartes qui font comprendre aux patients, surtout les patients, les enfants, pour qu'ils comprennent comment gérer leur maladie. Et puis il y a aussi, là, vraiment, j'étais très agréablement surprise de voir ça. Ça a été publié en novembre 2017. Et là, dans des séances d'éducation thérapeutique, ils ont demandé aux patients d'écrire à leur diabète. Et les médecins ont demandé aux praticiens d'écrire à leur diabète pour qu'ils favorisent l'expression du vécu émotionnel de leur maladie. Et ça va renforcer en fait après l'alliance thérapeutique de ces patients pour que, en fait, là, les praticiens ils comprennent mieux leur vécu, ils comprennent mieux comment ils vivent leur maladie. Là, je vous en ai mis 3 exemples. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous lire une ou deux, mais il y a la première qui m'a un peu émue. Et là, c'était un enfant. Il lui dit: cher diabète, c'était quoi cette soif terrible, étrange? Prise de sang, 2 heures après, le téléphone, c'est le doc. Vos analyses sont très mauvaises. C'est grave, me dit-il. Il me demande de faire mes valises et me demande où sont mes parents et que je suis trop petite pour comprendre. 3 heures d'attente. J'ai attendu 3 heures sans réponse. 3 heures à penser à tous les trucs stupides et importants que je n'aurai pas le temps de faire. Est-ce que je meurs là? Je pleure. Mon frère pleure pendant 3 heures. Ma mère arrive, je lui raconte. Elle appelle le doc, c'est tout, dit-elle au téléphone. Elle s'accroupit et me regarde. Elle me dit que je suis diabétique. Comme le copain de papa qui fait du rugby. Yannick, il est beau, il est sportif, ça va mieux. Et là, tout le vécu, tout ce qu'il a ressenti, cette petite, pendant 3 heures d'attente, parce que le médecin ne lui a pas dit qu'il était diabétique, elle a cru que c'était une maladie qui serait fatale pour elle. Et puis l'autre lettre, il dit: cher diabète. Puis la règle a juste changé. Avant, c'était savourer la gaufre chocolat chantilly de chez Amorino et c'est tout. Maintenant, il s'agit de faire la bonne dose d'insuline et de savourer la même gaufre de chez Amorino. Pour l'instant, tu n'as pas gagné et j'ai l'espoir que tu ne gagneras jamais. Donc là, c'est un patient qui s'autogère, qui sait comment adapter son traitement. Et donc, au final, après avoir mis en œuvre toutes les études d'éducation,
l'éducation, on va évaluer pour pouvoir suivre le patient, pour décider ensemble si on va proposer d'autres séances ou proposer ces mêmes séances pour voir s'ils n'ont pas été acquis. Et là, encore, il y a d'autres grilles qui permettent l'évaluation pour l'autocontrôle et le traitement du diabète. Là, c'est un exemple. Donc, l'éducation thérapeutique Barki, normalement, ça doit être fait par une équipe pluridisciplinaire qui est formée, qui est apte à faire tout ce qui est... Ça ne s'improvise pas, c'est des praticiens, le personnel de la santé, ils peuvent le faire, mais ils doivent être formés. Ça peut être un médecin, ça peut être un pharmacien, ça peut être un infirmier, un diététicien, etc. Pour moi, je pense que le pharmacien, il a une place très importante, surtout au niveau de l'officine, dans l'éducation thérapeutique du patient. D'une part, à cause de la proximité géographique, parce que presque dans toutes les régions, il y a une pharmacie. Du fait de l'accessibilité et la disponibilité sur de longues plages horaires, parce que le pharmacien, il a un contact fréquent avec le public, parce qu'il connaît son patient, surtout si c'est des patients habituels, il connaît son contexte familial, socio-professionnel, son entourage, son historique médicamenteux, parce qu'il a une relation de confiance avec ce patient-là, et parce que on a une certaine crédibilité auprès du grand public en tant que professionnel de la santé. Donc on est le dernier maillon et le premier de la chaîne du circuit du médicament, mais on est les premiers par lesquels on va passer si on a un souci. Si le patient il a un souci, directement il va aller voir son pharmacien avant d'aller voir son médecin. Donc, dans l'éducation thérapeutique, le pharmacien, il a une place très importante parce qu'il peut expliquer, informer le patient sur la pathologie et les traitements qui lui sont proposés, peut lui donner, par exemple, les généralités sur la pathologie, ces traitements, comment ils fonctionnent, c'est pas la peine de donner le mécanisme d'action réel, mais globalement comment il fonctionne, quels sont les effets indésirables, quels sont les bénéfices de ces traitements, quels sont les risques en cas d'inobservance. Il peut utiliser également des outils adaptés. Là, je vous ai mis par exemple, pour l'hypertension artérielle, on peut expliquer ce que c'est que la tension artérielle, ce que c'est que l'hypertension artérielle, ce que ça veut dire une tension artérielle systolique, une tension artérielle diastolique, quels sont les objectifs tensionnels qu'on veut atteindre, quelles sont les complications qu'on peut avoir lorsqu'on est hypertendu et non traité, comme l'insuffisance cardiaque, l'AVC, les hémorragies cérébrales, les infarctus du myocarde, etc. Là, ce sont deux fiches qui sont présentées aux patients et qui expliquent qu'est-ce que c'est la tension artérielle, qu'est-ce que l'hypertension artérielle, les chiffres tensionnels, comment ils varient, quels sont les risques et les conséquences de l'hypertension artérielle. Et puis, on peut expliquer également les traitements anti-hypertenseurs en utilisant des outils adaptés à l'éducation et des outils adaptés également au niveau du patient. Est-ce qu'il est alphabète, analphabète ou pas? Comme par exemple, cette fiche-là, je l'ai trouvée, c'est destiné à des patients qui n'ont pas un certain niveau d'études. Donc pour expliquer que la circulation sanguine, en fait, c'est une plomberie et que l'artère, à l'intérieur de l'artère, il y a du sang qui circule, en fait, une artère hypertendue, la pression du sang, comme c'est indiqué là, en rouge, il y a plus de sang que dans une artère qui
est chez un patient qui n'a pas de tension artérielle. Et donc, pour les traitements, finalement, dans cette fameuse plomberie, on a deux possibilités de diminuer la pression artérielle, soit en ouvrant la valve, et là, c'est le même mode d'action des diurétiques, parce qu'on va diminuer la volémie, et donc ça va permettre de réguler l'hypertension artérielle, de diminuer la tension chez les patients, soit en augmentant le volume des tuyaux, et ça va l'action des autres antihypertenseurs. Certes, c'est des termes vulgarisés, mais ça permettra aux patients de comprendre grossièrement comment ça marche. Et puis, pour d'autres patients, on peut donner plus d'explications pour dire que les alpha-bloquants, ils agissent par dilatation, que ça va diminuer la vasoconstriction, etc., etc., etc. Et puis pour le diabète, là, ce sont les diapos de professeur Serge Amili qui me les a traités. Et donc, on pourra, pour le diabète, le pharmacien pourra expliquer les modalités, par exemple, d'injection d'insuline, comment ça se fait, comment il doit faire avec son aiguille, quelles sont les différentes étapes à effectuer. Et puis, il pourra également, là on sait tous qu'on a beaucoup de régions qui peuvent être sujets d'une injection à insuline, mais on le sait tous aussi qu'il y a des risques de lipodystrophie, d'une part, et d'autre part, la biodisponibilité, la pénétration, elle n'est pas la même d'une région à une autre. Donc il faudra conseiller aux patients de rester toujours dans les mêmes régions, mais de donner des schémas pour qu'ils changent de localisation tout en respectant la même pénétration. Alors, on va rester dans une même région, la région abdominale, mais il fait soit des tours, soit des... comme dans les schémas, là c'est en horizontal, là c'est des courbes, là c'est des zigzags à faire, le premier jour, le deuxième jour, le matin, à midi et le soir, pour qu'on évite la lipodystrophie et pour garder une même pénétration et avoir la même efficacité. Le pharmacien également, il peut aider le patient à changer son mode de vie, son alimentation et son activité. Ça peut être fait grâce à des brochures, ça peut être fait par des conseils, et ça peut être fait également en lui donnant des brochures, comme là par exemple, images à l'appui pour que le patient y comprenne quels sont du plus gras au moins gras, quels sont les traitements, comme là par exemple, le beurre c'est le plus gras, et puis les poissons, là les viandes blanches, c'est beaucoup moins gras, si je peux dire ça, que le beurre. Les sauces. Je gère. Alors, pour le salé aussi, du plus salé au moins salé, comme vous voyez, il y a les cornichons et puis il y a les légumes à la fin. Et là, ça m'a réellement plu, c'est un tableau, et ce sont les facteurs modifiables qui peuvent influencer la tension artérielle chez le patient, comme par exemple ici, l'activité physique, l'alimentation, le taux de taille, la consommation. Et là, on lui met des objectifs. Le patient, il va évaluer son comportement de mal à très bien d'une échelle de 1 à 5. Et puis, il va vous dire qu'est-ce qu'il peut modifier, qu'est-ce qui m'empêche de le modifier, et qu'est-ce que je peux faire pour surmonter ces difficultés.
développer, pour que le patient, finalement, puisse voir les difficultés qu'il a et puisse adhérer, puisse par exemple diminuer les calories, augmenter les fruits et légumes, diminuer le sel dans son alimentation. Et puis également, il pourra aider à l'apprentissage de l'utilisation des appareils, excusez-moi pour le S qui a sauté, d'automesure, pour faire comprendre à une personne âgée qu'il doit s'installer confortablement, qu'il doit mettre le bras à la hauteur du cœur, le dos bien droit sur une chaise, que les pieds doivent être plats. Et puis pour aussi choisir le brassard. En fait, il faut mesurer le bras et voir la taille à mi-hauteur du bras. Et il veillera à une organisation pratique de la prise en charge par la négociation d'un plan d'action avec le patient. Il faut voir le patient, quel est son travail, comment il fait pour négocier un plan de prise, voir s'il a des problèmes d'approvisionnement, voir les modes de prise du traitement, est-ce qu'il a un pilulier, il n'a pas, est-ce qu'il peut manipuler les formes galéniques, est-ce qu'il a des problèmes de vision, son niveau d'alphabétisation. Et là, c'est un exemple de plan de prise qu'on peut donner à notre patient s'il a... On va donner un plan de prise chez notre patient qu'on peut lui donner avec ses différents traitements. Et là, image à l'appui, il peut connaître sa dose, son intervalle, avant ou après son petit-déj, au moment de son déjeuner, au son dîner ou bien à son coucher. Là, il aura toute une liste de son traitement. Et il pourra voir, s'aider avec ce plan de prise pour connaître comment prendre ses médicaments. Et là, je cite comme exemple, l'exemple le plus fréquent, notre exemple, l'exemple d'une patiente qui a une hypothyroïdie. Là, on lui prescrit du lévothyrox. Et là, on le sait tous que le lévothyrox devra être pris le matin à jeun, une demi-heure avant le petit déjeuner, mais que des fois, le patient il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas prendre son traitement une demi-heure avant, donc ce qu'il faudrait lui conseiller, c'est de le prendre un quart d'heure avant le petit-déj, mais d'essayer d'avoir un petit déjeuner qui est type. C'est-à-dire, si on va prendre un café, une viennoiserie, on prendra presque tous les jours la même chose pour avoir la même pénétration, pour avoir le même équilibre, comme vous le savez tous, que les hormones thyroïdiennes, notamment le lévothyrox, c'est un médicament à marche thérapeutique étroite et l'absorption, elle va dépendre énormément de l'alimentation. Elle sera meilleure si on est loin de l'alimentation, mais si on ne peut pas une demi-heure avant, on peut le faire un quart d'heure avant. Si notre patiente, elle vous dit qu'elle désire avoir des enfants, il faut qu'elle aille consulter pour qu'on adapte son traitement d'hormones thyroïdiennes parce que les besoins ils vont augmenter tout au long de la grossesse. Et si par hasard elle viendrait prendre des compléments alimentaires chez vous, essayez d'éloigner les compléments tout ce qui est complément, tout ce qui est calcium et tout complément vitaminique, excusez-moi, tout ce qui est complément vitaminique de la prise de lévothyrox. Et puis au final, il devra être disponible à l'écoute pour accompagner le patient, répondre à des sollicitations pour adapter sa prise en charge, rester vigilant sur sa motivation à se soigner. Parfois, le patient au début il est motivé, puis dans certaines situations, il y a quelque chose qui arrive qui fait qu'il n'est plus observant. Il faut toujours être vigilant et essayer d'être un soutien pour le patient, surtout lorsqu'il est en situation de perte d'efficacité thérapeutique, de rechute ou de chute de motivation ou de confiance en soi. Pour conclure, je dirais que l'éducation thérapeutique
est une approche humaniste centrée sur le patient. C'est un processus de soins à long terme. Le patient, il est gestionnaire d'une partie des soins et c'est une prise en charge biomédicale, psycho-socio-pédagogique. C'est une coopération entre les différents soignants et soignés. Et son objectif ultime, c'est de mieux vivre avec la maladie, de favoriser l'observance et l'adhésion du patient au projet thérapeutique. Et je vous remercie. Je terminerai par la citation de M. Benjamin Franklin. Il a dit « Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques et j'apprends. » Je vous remercie. Juste en attendant que le professeur vienne. Donc je vais profiter pour, tant que j'ai le micro, pour donner la première question. Donc l'éducation thérapeutique, ça entre dans les nouvelles missions du pharmacien d'officine en France. Ici en Tunisie, nous n'avons pas la possibilité peut-être de prendre des rendez-vous ou de simplifier ou de signer des contrats avec des patients puisque il existe un vide juridique. Peut-être du point de vue juridique, nous n'avons pas la possibilité d'aller jusqu'à signer des contrats d'objectifs avec les patients. Ça peut commencer par un contrat moral, évidemment, et puis ça va être un contrat écrit. Mais là, un contrat écrit, c'est pas... Certes, comme France, c'est rémunéré, mais on peut commencer en Tunisie de faire l'éducation thérapeutique et de créer un réel besoin pour qu'après il puisse être rémunéré. Il faut, on m'a dit toujours, c'est l'organe, c'est le besoin qui crée l'organe. Donc le fait là, personne n'a entendu parler d'éducation thérapeutique, mais lorsqu'on va démontrer l'efficacité d'un tel processus au niveau de l'officine, réellement après, ça va créer un réel besoin et ça va suivre par une rémunération. Et ces pathologies sous-jacentes. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes le dernier maillon de la chaîne, mais nous sommes aussi les premiers à être sollicités en cas de besoin par les patients. Et c'est surtout je parle là pour les patients qui sont habituels. On va réellement, un pharmacien qui va être vigilant quand il voit son patient, quand il voit qu'il y a des changements. Surtout pour une patiente qui a une hypothyroïdie, là il voit qu'il y a réellement des changements, il pourra questionner la patiente, voir si elle a réellement des soucis et pour pouvoir l'orienter plus tard. Mais sinon, il y a des compléments qu'on peut conseiller, je crois, à l'officine, chez la femme qui a une dysphorie. Il y a certaines spécialités qu'on peut... Pour la lipo pour l'hypothyroïdie. Je ne parle pas des hormones thyroïdiennes. Je parle des compléments alimentaires. Il faut surtout faire attention. À base d'iode, comme la spiruline, qui sont riches en iode. Il ne faut pas faire ça parce que c'est des médicaments à marche thérapeutique étroite et tout ce qui est traitement où il y a l'iode, ça va entraver le traitement, ça va donner un surdosage et tout ce qu'il y a après, tous les effets indésirables qu'on a après. Il y a une question, s'il vous plaît. Juste, je voulais intervenir concernant l'éducation thérapeutique. كما قال الدكتور جرير نحن عندنا ان تو كي ماجور احنا on est disponible partout 24 sur 24. Voilà, si on va se contenter de notre mission actuelle qui est essentiellement la distribution des médicaments, alors on va disparaître. À la longue, on va disparaître.
Alors, des sociétés, Arames, Jumia, d'autres sociétés ont la possibilité de distribuer mieux que nous alors, les boîtes de médicaments. Mais par contre, si on va utiliser notre atout de proximité, d'être à l'écoute des patients. Mais alors si quelqu'un a un diabétique, il y a un docteur rendez-vous, ça ne peut pas se faire derrière le comptoir. Il faut donner un rendez-vous au patient, tu trouves tous les traitements qu'il y a, c'est un entretien à 30 minutes, c'est faisable, et c'est les comptes bien sûr confidentiels. Tu ne peux pas le faire avec tous les clients. Bien sûr, on m'a pratique un exemple. Justement, c'est une remarque très importante. En France, d'abord, c'est pas rentable. Justement, c'est au détriment des autres de la patientèle aussi. C'est pour ça qu'on a demandé ce rendez-vous. Mais ça va mettre en valeur, ça va fidéliser les clients, du point de vue. Donc, je vais un plus par rapport aux autres, mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de valoriser notre mission. Qui l'éducation thérapeutique. D'ailleurs, le Conseil de l'ordre, il a demandé une nouvelle mission de formation difficile, et la réticence. Une réticence très importante. Mais comme la substitution est tradée, mais il y a la substitution. Alors, autant à l'avenir de l'officine sont dans le service. C'est possible. Je vais parler de la question. En France, l'éducation thérapeutique a ce qu'on appelle le bilan de médication. Dès janvier 2019. Il est rémunéré à 65 dinars par patient. 65 euros par patient. Mais l'objectif par l'officier, c'est d'avoir 10 patients في العام. Donc, احنا معناها كي تاخذ انت 2 ولا 3 patients diabétiques, تعطيه rendez-vous de يجيني mardi مثلا à 16h. تاخذ من عنده tous les traitements. تعمل les fiches, on va les publier sur la page Facebook du CROPA, c'est mieux, on va le publier. وبعد partir à un deuxième rendez-vous, باش يكون فيه des remarques par rapport aux traitements تاعو, un plan de prise qui m'a fait le docteur Gévert. Ça va être très apprécié par le patient, et en plus, croyez-moi, vous allez avoir des surprises. Femme a des patients, on a dit quel exemple, femme a pharmacien a mal marqué, hier, fait le métforale de l'hôpital, on fait le glucophage, mais l'officier, on fait un autre, metformine, CNSS. Donc ça, il faut faire le clair. Les cas logiques, tous les traitements liés à tous les ordonnances, soit un rendez-vous, on va même finir l'analyse et c'est gratuit. Ça, معناها gratuit وقتها وهذا الحاجه كيف باش يعملوها gratuit mais هذا باش يعرفوهم بشويه ça va معناها في الميسيون هذه بشويه باش تعطي معناها في l'objectif نتاعها ça va venir ou ça va devenir معناها rémunéré. Je te remercie, Price, d'avoir commencé déjà de faire tout ce qui est bilan thérapeutique, bilan de médication, à ce que j'ai entendu. ويظهر ça va fidéliser le patient معناتها l'officier خاطر شويه تحس لي انت عطيتو ان سيرفيس جديد اللي ما عطاوهولوش فارماسيان اخر معناتها il n'est pas considéré اللي هو جاي جوست باش يشري وباش يخرج لو فيت اللي هو يكون معها عبد يفهم فيه ويحكي له حتى يسمع ويحكي في المشاكل نتاعو وكل شيء باش يقعد كان يرجع يبعد شي دارو قداش بعيده 10 كيلومتر جو دي سا او بيف يرجع لك انت خاطر يعرف لو سيرفيس ني با لو ميم. Bravo pour cette conférence, d'abord. Bravo pour la conférencière. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait aussi d'éduquer le personnel. Parce qu'il est qu'un petit. Tu vas éduquer le patient. J'ai qu'à ça, le personnel informé, donc il faut d'abord commencer par le personnel. Je vais peut-être dans la même logique. Je me présente, professeur Safedebe, je viens aujourd'hui très honoré déjà parmi vous. Je représente M. le doyen de la faculté de pharmacie. Je vous félicite de là pour cette excellente présentation. Et je vais dans la même logique de ce que vous avez dit, chers collègues. Il faut se mettre d'accord sur un support unique. Il faut déjà organiser, entre guillemets, une séance entre les différents éducateurs. Parce que vous avez parlé d'une équipe pluridisciplinaire. Il faut que cette équipe parle le même langage. Il faut que ces supports d'éducation soient, entre guillemets, validés
même pour gagner en crédibilité en crédibilité du patient surtout. Et donc là, on va gagner en adhésion à ces programmes d'éducation thérapeutique. Déjà, Tao, l'INEA Santé, elle est en train de travailler sur les différents protocoles et différentes procédures. Nous pouvons, nous, en tant que pharmaciens, faire des fiches qui pourraient être validées par les autorités de tutelle qu'on a et qu'on pourra utiliser dans toutes les officines. Et là, aucun praticien qui peut être médecin ou autre ne pourra mettre en doute la qualité de nos supports, des supports qu'on utilisera plus tard. D'accord. Donc, l'autre side, je suis formateur, justement, je m'adressais à mon confrère qui a parlé du personnel. Donc, moi, personnellement, je forme le personnel de pharmacie depuis 20 ans. Et la première des choses qu'on leur apprend, c'est la déontologie, et entre autres, de ne jamais dire le terme client. Pour nous, c'est des patients, ou bien on parle en général du public, donc on insiste énormément sur la déontologie et le respect. Ça, c'est la première des choses. Donc, soyez sûr que si le personnel est bien formé, là, il n'y a aucune crainte. Et on essaie toujours de faire respecter notre profession par ces jeunes-là. Et la première des choses, c'est le respect et la déontologie. Ça doit être avant l'apprentissage. D'accord? Deuxièmement, justement, je voulais parler de la législation. Par exemple, est-ce que la prise de la pression artérielle, est-ce que c'est un acte pharmaceutique ou c'est un acte médical? Justement, parce qu'on a souvent discuté... Assistance à personne en danger, déjà. Parce qu'on a souvent discuté avec nos confrères inspecteurs de ce sujet-là, on nous dit la prise de la tension artérielle, c'est un acte médical, parce que si jamais vous prenez la pression artérielle d'un patient et que vous voyez la systolique, la diastolique, etc., très élevée, automatiquement, certains patients vont nous demander un médicament. Comme vous avez tous les médicaments, oui, ça dépend, ça dépend des gens. Il y a l'urgence, on va leur recruter vers l'urgence. En tout cas, le pharmacien inspecteur nous dit c'est non un acte médical. Je vais répondre sur les deux remarques. Pour la première belle remarque, je sais très bien que dans toutes les institutions où on forme nos personnels, le personnel paramédical, et on nous forme nous, et là je parle de la faculté de pharmacie de Monastir, on nous institue des savoirs, mais là nous avons un métier assez particulier et nos connaissances, au bout de 10 années, ils périment très vite. Donc c'est pour cela que je rebondis sur ce qu'a dit Dr Kawé, que finalement il faudrait s'auto-former et former nos personnels aux nouvelles recommandations, aux nouveaux traitements, à la nouvelle prise en charge. Certes, on apprend sur tout ce qui est déontologie et autres, là c'est des valeurs qu'on a tous, mais il faut toujours s'auto-former dans le temps parce que la science, elle change. Et ce qu'on a dit il y a 10 ans, là, il y a certaines choses qu'on a dit il y a 10 ans, là maintenant, elles ne sont pas, c'est des contradictions. Et dans 10 ans, peut-être qu'on va revenir à ces médicaments-là. C'est pour cela qu'il faudrait former, s'auto-former, s'auto-former en tant que professionnel de la santé, en tant que pharmacien, et former le personnel paramédical. Nous, on exerce, moi et le professeur Chaffé, à l'hôpital, on essaie de former nos personnels d'une manière périodique, et je pense que c'est une occasion pour former le personnel paramédical au sein des officines privées. Ça, c'était la première chose. Concernant l'automesure, là, je parlais d'automesure de tension. Et je sais tous que, je pense connaître que au sein des officines,
on vend les appareils d'automesure et que la moindre des choses, c'est d'expliquer aux patients comment ça marche. Comment ça marche, comment ils devraient s'asseoir, comment on ne parle pas du tout d'utiliser les appareils à mercure pour essayer de diagnostiquer une hypertension artérielle au sein de l'officine. C'est juste de former le patient à utiliser son appareil d'automesure pour qu'il puisse noter dans un certain carnet quelle est sa tension artérielle. Merci Madame Javaï pour cette excellente intervention. Moi je veux revenir à ce que tu as dit, Chris. D'abord, on ne distribue pas des médicaments, on dispense des médicaments. C'est juste une remarque à faire parce que la distribution n'est pas ça. La deuxième chose, on va revenir à l'éducation thérapeutique. Il ne faut pas se comparer à ce qui se passe en France. De toute façon, on en fait de l'éducation thérapeutique dans les officines tous les jours, sans s'en rendre compte. Donc, mais il faudrait réglementer ça et le faire plus largement. Il faudrait des lois, comme tu l'as dit au départ. En France, il y a la loi HPST, Hôpital Patient Santé Territoire, qui a fait des textes et avec des textes d'application. Donc pour chaque mot, il y a un texte d'application. Et la chose la plus importante, c'est qu'il y a une sécurité sociale qui paye. C'est remboursé par la sécurité sociale, hein, c'est pas payé. Donc c'est entre l'État, le ministère de la Santé, le pharmacien et la sécurité sociale. Alors là, il faut rêver pour qu'on en arrive à faire la même chose. Déjà, si on arrive à rembourser les médicaments, c'est déjà pas mal. Donc il ne faut pas rêver, il faut faire ce qu'on peut faire actuellement. Oui, c'est un plan à long terme, mais comme tu l'as dit Faïs tout à l'heure, il faudrait faire l'effort, et on le fait de toute façon tous les jours. Moi je suis certain que tous les pharmaciens font de l'éducation thérapeutique. De toute façon, on parle avec le malade, on lui explique comment prendre ses médicaments, on lui dit faites attention, faites de la marche, faites ci, faites ça, faites attention à ce que vous mangez, etc. Mais c'est ça l'éducation thérapeutique. Mais réglementer tel qu'on le veut, il faut rêver. Hein. Je vous le dis, c'est pas pour demain. Vu ce qui se passe à la CNAM, entre la CNAM et les pharmaciens et tout le reste, c'est pas pour demain. Donc, en résumé, peut-être, une caméra optimiste, positivement, donc les pharmaciens d'officine doivent s'impliquer. Avec un exemple de la pharmacovigilance. كيفاش بدات في تونس؟ توا اللي هي معناها موجوده في السنتر دو فارماكوفيجيلانس كي معناها détenu معناها par des médecins. La pharmacovigilance, c'est des médecins volontaires في السبيطار. Ils ont créé le besoin. On a des consultations de pharmacovigilance gratuitement. خارج السالير نتاعهم ماهوش rémunéré. وبشويه بشويه ils ont créé le besoin. أي مشكل تصير dû à un effet d'un médicament indésirable, ولا يمشيو للسيرفيس هذاك وبعد ولا سونتر وبعد ولا الفارماكوفيجيلانس وتوا بيشدوا معناها البيو كيفالونس بدات لاكسيون بدات غراتويت من جروب معناها دو ميدسان وتوا شوف كيفاش معناها ولا هذا ايش حبيت نقول احنا دونك الفرق بين الديسبونساسيون والديستريبيوشن هو الاكت فارماسيوتيك. Parmi les actes pharmaceutiques, c'est l'éducation thérapeutique. Rien ne nous empêche actuellement de faire des rendez-vous avec le patient, ou les consultants, un plan de prise. Juste, il faut s'impliquer. Je vous assure d'après l'expérience, courte expérience, des salles, le conseil et le syndicat, كل بوليتيسيان وكل ديسيدور عنده فارماسيان نتاعو وكي يشوف هو معناها الغول هذايا موجود معناها في لي زوفيسي باش يولي لاليي نتاعك كي باش تقدم انت معناها في مشروع تاع قانون ولا باش تقدم حاجه كي يشوف لي فارماسيان سون اون تران دو فير معناها سو سيرفيس هذاك سا فا فالوريزي الغول نتاعنا وسا فا لوز ابويي قاعدين نقدموا اون بو معناها ارزبي باش نعطيكم معناها في ستاتستيك موجوده هوني في تونس. نحن في تونس عندنا d'après le Centre national de statistique, 40% des maladies sont traitées au niveau des officines. Ce qu'il faut faire, c'est de cadrer tout ça. Ils ont un cadre réglementaire pour nous valoriser
l'action interne au service de la santé. Merci. Je te remercie, Raïs, pour cette conclusion positive et optimiste. Nous vous remercions pour votre présence massive à cette communication. Vous aurez des attestations de participation au desk Imagine. Je remercie le professeur Javier. Merci à vous. Vous aurez la pause café de 17h à 17h30. Après, si vous êtes inscrit à l'atelier Opioïdes, c'est en haut. Sinon, il y aura Dr Kais Benyoussouf pour la gestion des déchets en officine. Merci. C'est ma conférence très intéressante. Nous allons commencer à 17h, disons 17h20 s'il vous plaît. Pour être au